Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Bienvenue pour votre retour à votre siège, Jean-Yves. Avant de passer à l'annonce du programme, vous avez une annonce à nous faire, Jean-Yves, et restez avec nous, chers téléspectateurs, c'est très important. Oui, eh bien, dans les 10 jours qui viennent, vous allez être matraqués par la COP 30, où notre président, l'immense président Macron, s'est déjà rendu à Belém, en Amazonie, et pendant 10 jours, vous allez être saturés d'informations sur le désastre climatique, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, et j'en passe. Eh bien, vous avez une occasion de désintoxication, de réflexion, de prendre du recul, en venant au forum de la dissidence de Polémia, le samedi 15 novembre, de 9h30 à 18h, salle Athènes Service, sur le thème de l'alarmisme climatique, nouvel avatar de la pensée totalitaire. Lors de cette journée, vous aurez le plaisir de retrouver Olivier Battistini, notamment Raphaël Emma, également Martin Pelletier, Michel Geoffroy, Bertrand Alliot, mais également Fabien Bouglet. Et Jean-Yves, vous serez présent bien sûr. Et j'aurai le plaisir d'animer cette journée auprès des intervenants. Place maintenant au programme d'Immédiat. Si vous le voulez bien, l'image de la semaine, c'est bien sûr l'insécurité, les voitures et les couteaux fous et ce qu'en dit la presse naturellement. Notre dossier, il sera consacré à Emmanuel Macron et sa grande politique du vide pour masquer un désastre qui transparaît de plus en plus. On enchaînera bien sûr avec les pastilles de l'information comme à notre habitude et le portrait piquant qui sera consacré à Monsieur Jean-Baptiste Marteau. Vous ne savez pas forcément exactement de qui il s'agit, c'est bien normal, c'est le Joker de Léa Salamé et il était nécessaire d'en apprendre un peu plus sur ce personnage. Si le programme vous plaît, d'ores et déjà, je vous le rappelle chaque semaine, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. C'est extrêmement important pour l'algorithme de YouTube. Et puis, vous pouvez partager la vidéo, mais également vous abonner à la chaîne de TVL. Nous sommes proches du 1 million d'abonnés et c'est avec vous que nous allons réussir à passer ce cap. Alors, surtout, cliquez sur la cloche et n'hésitez pas à dire à vos amis de s'abonner à TV Liberté. Place maintenant à Immédiat, juste après la virgule. En France, un homme vient d'être interpellé après avoir foncé volontairement sur plusieurs personnes avec son véhicule. Cela s'est passé sur l'île d'Oléron, ce qui n'est pas forcément le lieu où l'on pouvait imaginer un fait terrible comme celui-là. Le parquet de La Rochelle nous a indiqué que l'individu avait crié « Allah Akbar » au moment de son interpellation. Une enquête a été ouverte, mais pour l'instant, le parquet national terroriste n'est pas encore saisi. Alors les articles dans la presse évidemment ne vont pas manquer de vous régaler. On commence par exemple avec cet article de 20 minutes. 2 blessés graves, le suspect est un pêcheur solitaire. C'est le Lucky Luke du poisson. Le Monde également reprend la formule du suspect qui a crié Allah Akbar en rappelant que le parquet n'est toujours pas saisi, le parquet antiterroriste. Jean-Yves, pourquoi est-ce qu'on ne saisit pas d'abord ce parquet antiterroriste et pourquoi est-ce que la presse s'empresse de le souligner ? Alors, la presse s'empresse de le souligner pour essayer de déconnecter vis-à-vis du terrorisme islamique. Alors évidemment, il peut y avoir une question par rapport au parquet national antiterroriste, c'est qu'il est censé lutter contre des réseaux, des structures organisées venant éventuellement de l'étranger, relayées en France. Là, c'est apparemment un individu solitaire, un pêcheur solitaire, figurez-vous, un pêcheur solitaire qui s'est en quelque sorte auto-radicalisé tout seul. Donc il n'y a pas forcément des connexions avec d'autres. Mais l'avantage de dire que le parquet national antiterroriste n'est pas saisi, c'est que ça permet de faire semblant d'écarter la piste islamiste, la piste terroriste. Voilà.
Alors pourtant, on apprend que cet individu avait découvert l'islam récemment et qu'il a déclaré en garde à vue que Allah lui avait confié une mission. Les éléments toujours habituels de la presse aussi, on continue avec France Info. C'est une incompréhension totale, un choc pour tout le monde, témoigne le maire de Doluche d'Oléron. Enfin, le choc, ça a surtout été pour les personnes qui ont été renversées en voiture, si je puis me permettre. Emmanuel Macron a fait un tweet, Jean-Yves, et les éléments de langage sont très intéressants. Il adresse toute sa compassion aux blessés et aux familles touchées avec la solidarité de la nation. Il envoie sa gratitude aux forces de sécurité et de secours et il annonce sa pleine confiance en la justice pour établir la vérité et répondre à cette violence avec la plus grande fermeté. Bla, bla, bla. Enfin, c'est un peu comme si son guide spirituel avait écrit le tweet à sa place. Jean-Yves, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'enchaînement de mots affectifs. Voilà. Mais qui ne correspondent pas à la réalité. Alors d'ailleurs, pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, en réalité, il était au Brésil en train de danser. On regarde la vidéo. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller au Brésil pour la COP 30, venez au Forum Polenia. Il y aura peut-être un peu moins de musique, mais ça sera plus sérieux. Oui, moins de batucada. Alors, toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que la presse a mentionné le profil caucasien de l'agresseur. D'ailleurs, F de Souche a même diffusé une photo et son nom, il s'appellerait Jean G. Point de son nom de famille. C'est intéressant tout de même de souligner l'origine de l'agresseur. Là, dans ce cas, Jean-Yves, vous avez un commentaire. Bah oui, bien sûr. Suivant les cas, on va donner la nationalité ou la religion ou la couleur ou cacher un élément plutôt qu'un autre. Là, en balançant le mot caucasien, c'est-à-dire blanc, on veut insister sur le fait que c'est un de souche, ce qui est vrai, ce qui, à certains égards, est presque encore plus grave, parce que ça veut dire que non seulement on a le problème avec les musulmans d'origine, entre guillemets, radicalisés, mais on a une contamination à la population de souche. Alors c'est vrai que ce garçon, ce criminel, c'est un peu un islamo-gauchiste finalement, parce qu'il vient de l'extrême gauche, et puis il bascule dans l'islam. Au fond, il aurait pu faire député et les filles. Il a choisi de faire agresseur, non pas au couteau, mais à la voiture bélier. Voiture bélier, oui. Alors, on a un dégagement qui est fait par Gauthier Lebret sur le commentaire de Nunez et son discours. Et Gauthier Lebret sur Europe 1 donc, dit que si Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, il aurait parlé d'ensauvagement, alors que ça n'a pas été le cas de Nunez. Jean-Yves, qu'est-ce que ça veut dire là ? Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il considère que la différence entre un ministre de l'Intérieur de droite, ce qui était réputé être M. Retailleau, et un ministre de l'Intérieur de gauche, ce qui est réputé être M. Nunez, la différence, c'est la parole. C'est la parole, c'est pas l'action, c'est la parole. Alors il y en a un, il va parler très ferme, l'autre il va essayer de noyer le poisson. D'ailleurs c'est logique puisque c'est un pêcheur solitaire qui a commis l'attentat. Voilà. La différence c'est dans le verbal, c'est dans le discours. Totalement déconnecté de la réalité, comme les phrases creuses de M. Macron. Et oui, et malheureusement, ce ne sont pas les éléments de langage qui stopperont demain les terroristes d'aujourd'hui. En Angleterre, maintenant, si vous me permettez de voyager jusque-là pour continuer cette image de la semaine, eh bien, il y a eu 10 blessés, dont 9 avec le pronostic vital engagé, dans un train. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas une voiture folle qui a frappé dans ce train, mais un couteau fou. Un couteau fou. Voilà. Et donc, évidemment, on a un peu le même sorte de développement que ce qui s'est passé en France. Alors, la BBC a annoncé dans un premier temps qu'il y avait 2 Anglais de nationalité, donc 2 British nationals. Là, on prend la nationalité. Exactement. Voilà. Là, on ne parle pas de la religion.
Et on ne parle pas de la couleur de peau, là, parce que là, c'est pas un caucasien. Là, c'est pas tout à fait un caucasien. Alors évidemment, comme ça s'est passé dans un train, il y a des vidéos de caméras surveillance qui ont circulé très vite sur les réseaux sociaux, dont on rappelle encore une fois ici, même si cela contrarie M. Macron, l'importance capitale dans la circulation de l'information, et notamment dans la circulation de la photo du présumé agresseur, enfin d'ailleurs qui est plus tellement présumé puisqu'il est déjà en procès. Cette fois-ci, la justice anglaise aura été efficace. Et donc, on a très bien vu le profil de l'agresseur que je vous passe maintenant, qui a d'ailleurs été un petit peu censuré par 20 minutes, puisqu'ils mettent un bandeau sur sa tête, mais on voit tout de même qu'il s'agit d'un homme noir avec un couteau gigantesque dans la main. 20 minutes qui nous met le bandeau sur la tête de cet homme après avoir parlé du pêcheur solitaire pour l'agresseur de l'île de Léron. C'est vraiment bien 20 minutes. Très très bien. Impeccable. C'est des bons professionnels. Ouais. Et je voudrais, dans cet article de 20 minutes, vous citer les mots du procureur en chef de la Couronne, donc du procureur anglais. Donc, nous sommes conscients de l'impact dévastateur des événements. Et oui, l'impact dévastateur des événements, Jean-Yves, forcément, quand les photos et les vidéos circulent, cela a forcément des répercussions sur le peuple britannique, d'autant plus quand on essaye de masquer la réalité en disant que ce sont des Britanniques qui ont attaqué des Britanniques. Ce qui n'est pas exactement tout à fait cela. La piste terroriste a été elle aussi écartée à ce stade, nous a expliqué Le Figaro. D'ailleurs, Keir Starmer, le Premier ministre anglais, a fait un tweet qui est tout à fait semblable à celui d'Emmanuel Macron. Peut-être que Macron s'est inspiré de Starmer, qui sait. Alors, Monsieur Starmer dit que c'est profondément préoccupant cet incident. C'est un incident. Il dit que toutes ses pensées vont à ceux qui ont été touchés. Il remercie bien sûr les services d'urgence. Et il dit que tout le monde dans la zone doit suivre les conseils de la police. Il faudrait le rappeler comme régulièrement je le fais, mais gouverner, c'est prévoir. Normalement, c'est pas juste se préoccuper. Et dans l'article du Figaro, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vous le lis. C'est d'ailleurs réalisé par l'AFP puisque ça a été repris par Le Monde. Dans un pays où la législation sur les armes à feu est très stricte, les violences à l'arme blanche ont fortement augmenté ces 15 dernières années en Angleterre et au Pays de Galles, selon des chiffres officiels. Le Premier ministre avait déjà qualifié la situation de crise nationale. Le gouvernement Starmer a pourtant pris plusieurs mesures pour durcir l'accès aux armes blanches. Qu'est-ce que vient faire une comparaison entre les armes à feu et un homme qui a poignardé d'autres hommes dans un article? Eh bien, c'est le leur. L'obsession des pouvoirs en place et des médias qui les soutiennent, c'est le contrôle des armes, éviter en fait très simplement que les populations d'origine ne disposent d'armes pour éventuellement se défendre. Et donc il y a une obsession sur les armes à feu. Et puis ça mène à l'heure, puisqu'il y a une attaque au couteau. Et donc, on détourne l'attention en parlant des armes à feu, et en même temps, on avance son propre calendrier, à savoir le contrôle des armes à feu, alors que ce n'est pas le sujet, et que le contrôle des armes blanches, objectivement, est impossible, sauf à supprimer tous les outils de cuisine. Enfin, c'est absurde. Et on dit, c'est curieux, depuis 15 ans, il y a eu une législation renforcée sur les armes à feu et maintenant il y a de plus en plus d'utilisation des armes blanches. On fait une corrélation qui n'a aucun sens. Alors que pourquoi la situation a-t-elle évolué en Grande-Bretagne et en Irlande depuis 15 ans ? En raison de l'immigration massive qu'ils ont subie. Voilà. On amalgame les pauvres couteaux qui coupent le rôti aux couteaux qui servent à poignarder les deux souches. Voilà, mais tout dépend qui est derrière le couteau. Exactement. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que la Grande-Bretagne et la France sont deux pays différents. La Grande-Bretagne a eu le Brexit, elle est sortie de l'Union européenne. On a exactement les mêmes problèmes des deux côtés de la Manche. On a les mêmes problèmes d'immigration. On a les mêmes problèmes d'islamisation. Et on a les mêmes problèmes avec aussi bien M. Starmer que M. Macron, qui sont sur la même ligne idéologique et qui sont sur la même ligne de communication. C'est assez extraordinaire comme observation. Revenons
justement dans notre dossier du jour sur Emmanuel Macron et sa politique, ou son absence de politique plus exactement, puisqu'il y a eu toute une série d'articles le concernant ces derniers temps. On a notamment donc le 3 novembre, c'est mieux qu'il se taise, donc un off sans doute de ses proches, Emmanuel Macron face au risque d'effacement. Et puis le lendemain, on a Emmanuel Macron qui déclare qu'il veut lâcher le manche et ne plus se mêler de politique nationale. Vous avez évidemment un commentaire, Jean-Yves, sur cette expression. Oui, cette expression est assez choquante puisque l'article 5 de la Constitution prévoit que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Alors, il ne peut pas lâcher le manche. C'est contraire à la Constitution. Il peut démissionner. Mais s'il ne démissionne pas, il ne peut pas lâcher le manche. Absolument. Alors d'autant plus que visiblement, ça n'a pas l'air d'être sa volonté réelle. Il s'agit d'un petit déclaratif, comme il a l'habitude de nous en faire, puisque récemment, il s'est lancé dans une campagne contre la liberté sur les réseaux sociaux. Et je vous propose d'écouter peut-être son intervention du 29 octobre dernier, puisque c'est un combat qu'il va falloir suivre de près. Et dans l'immédiat, en tout cas, nous allons vous en faire part. On écoute Emmanuel Macron tout de suite. Quand on a des enfants qui sont exposés 4h40 par jour aux réseaux sociaux, quand on a les moins de 40 ans qui s'informent très majoritairement sur les réseaux sociaux et de plus en plus. On ne peut pas faire comme si tout ça n'avait pas totalement changé, parce que les gens qui nous informent, par lesquels on s'informe, ne sont pas des médias libres et indépendants. Et la confusion est là. Et ce n'est pas parce qu'on va chercher l'information par ces réseaux, qu'ils soient TikTok, X, Instagram ou autres, qu'il n'y a pas un énorme problème à la clé, c'est que ces gens n'ont pas sélectionné l'information comme des médias, ils n'ont pas vérifié comme des journalistes, mais surtout, ils n'ont aucune responsabilité quant à cette information qu'ils me donnent et ils ne sont pas faits pour partager de l'information. Et notre bêtise est là. C'est-à-dire que ce sont des plateformes qui sont faites pour vendre de la publicité individualisée. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Mais surtout, ils sont mus par un processus qui est de créer l'excitation maximale qui créera le maximum de trafic pour maximiser leur page de pub. Et donc, tout l'ordre de mérite qui fondait nos démocraties, un rapport à l'argumentation, la vérité, est complètement mis en l'air. Puisque l'argumentation est moins forte que l'émotion, et l'émotion négative est plus forte que l'émotion positive, puisque c'est elle qui crée le plus d'excitation. Donc qui maximise l'efficacité économique du modèle tel qu'il est conçu. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est un processus de dégénérescence démocratique. On a fait n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des scientifiques indépendants qui montrent qu'un jeune Français qui crée un compte TikTok sans aucune caractérisation, qui tape le mot islam, au bout du 3e contenu qui lui sera soumis, sera exposé à un contenu salafiste. C'est ce qui fait que je vous défie, ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Et des contenus d'extrême droite français ou du monde entier. Et de toute façon, ces plateformes ont décidé de rompre la neutralité informationnelle, puisque le possesseur de celle-ci s'est engagé dans le combat démocratique et l'international réactionnaire. Vous avez bien regardé la vidéo ? Oui. Vous avez bien regardé la vidéo ? Il y a plein de commentaires à faire sur ce que dit Emmanuel Macron, mais juste avant, Jean-Yves, si vous le voulez bien, on enchaîne avec Jean-Noël Barrot, qui était dans cette même conférence de presse, qui a déclaré ceci: le débat public s'est délocalisé sur des réseaux sociaux dont les règles sont fixées par des milliardaires avec des conséquences démocratiques majeures. Jean-Yves, je voudrais vous demander de faire un commentaire. Emmanuel Macron a parlé du modèle de la pub qui permet de financer ces réseaux. Il a parlé de l'émotion qui permet de créer l'adhésion à ces réseaux. Là, on nous parle des milliardaires qui fixent les règles de ces réseaux. Enfin, il nous parle de médias, en fait, là. Écoutez, je vais vous dire une chose. Pourquoi on a 500 000 étrangers qui rentrent chaque année aujourd'hui en France, 4 millions dans toute l'Europe ? Parce qu'en 2015, tous les médias ont joué sur l'émotion à partir de la photo du petit Aylan, un enfant kurde retrouvé mort sur une plage turque. Alors l'émotion, oui, tous les gens l'utilisent, les médias l'utilisent évidemment, et les médias vivent de la publicité. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très différent des médias sociaux. Alors il met sur le même plan TikTok et Twitter et X qui fonctionnent évidemment de manière radicalement différente. Et sa véritable inquiétude, c'est pas TikTok, c'est X. Parce que X, c'est la liberté d'information. Et évidemment, ça permet à des informations qui seraient occultées par le système médiatique d'apparaître
Voilà. Et vraiment, les règles fixées par des milliardaires, c'est comme si, dans l'immédiat, chaque semaine, on vous le dit, la presse est tenue par des milliardaires qui ont évidemment des intérêts et qui sont d'ailleurs reçus régulièrement par Emmanuel Macron. C'est même eux qui ont permis de le mettre au pouvoir en réalisant toutes ces unes, on s'en souvient, en 2017, qui étaient favorables à Emmanuel Macron. Lagardère, Paris Match, voilà. Les unes de 2017. Le Parisien Arnaud, qui, on peut passer Libération, qui a reçu 100 millions pratiquement en quelques années de la part de milliardaires différents qui perdent leur argent dedans, mais pour injecter de la propagande. Vous aviez Niel, pour ne pas le citer. Enfin, évidemment. Bon, il faut rappeler quand même que Jean-Noël Barrot, la semaine dernière, il disait « Nous sommes infiniment plus riches et plus forts que la Russie de Vladimir Poutine ». Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, à l'instar de Jacques Sapir, qui dit que les réseaux sociaux, ça fonctionne vraiment bien parce que le gouvernement Macron a muselé la presse et qu'ils affirment tout le temps des choses fausses et incohérentes et que donc ils ont forcément fini par perdre le contrôle du narratif puisque autre chose a émergé. Toujours est-il que ce qui est intéressant dans cette conférence de presse, c'est qu'Emmanuel Macron a reparlé de la Roumanie et je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. On a une complicité de deux choses qu'on pensait impossibles. Le meilleur du capitalisme débridé avec l'héritier illégitime du communisme. Aujourd'hui, les plus gros acheteurs de faux comptes de X et compagnie, ce sont les Russes, pour venir déstabiliser les démocraties européennes. Formidable cocktail. Et nous, on est au milieu de tout ça. Alors, on a créé des instruments, faire tirer les contenus à la main, à la pince à épiler, et on court après. Mais la mécanique est passée en surmultiplié. On est dans l'ingérence sous stéroïdes. Ce qui a été fait en Roumanie à cet égard est terrifiant. Pour résister à cette ingérence, on a mis nous en place des systèmes, Viginum, NSCDD, des amis, mais on doit absolument mettre en place des systèmes qui, dans la vie de nos démocraties, mais surtout au moment des élections, garantissent l'intégrité de nos processus électoraux. Évidemment, Le Monde, qui n'est jamais dans les derniers à suivre la grande ligne présidentielle, a sorti cet article hier. Élections en France en 2024, 25 tentatives d'ingérence numérique étrangère détectées par Viginum, qui a été mentionné par notre président. Viginum, il faut rappeler ce que c'est, Jean-Yves, c'est 7 millions chaque année pour traquer l'ingérence étrangère, évidemment, la désinformation, naturellement, mais aussi le dénigrement des médias traditionnels pour attirer vers leurs alternatives. On vous en avait déjà parlé dans un précédent immédiat. La simple critique des médias traditionnels, ce que nous faisons, il faut bien le reconnaître, c'est pas bien. C'est pas bien. On va être traqués. Nous sommes traqués par Viginum, Jean-Yves. En tout cas, toujours est-il que Emmanuel Macron, je vous le disais, a décidé de se lancer dans un grand débat. D'un côté, il voudrait bien lâcher le manche, comme il dit, mais en même temps, il va se lancer dans un tour de France avec des échanges avec les lecteurs de la PQR. C'est un article du Figaro, puisqu'il se tient désespérément à se tenir à l'écart du débat budgétaire, naturellement, qui est bien bouillant. Et il a réuni donc des experts le mardi à l'Élysée pour appeler à la résistance face aux réseaux sociaux. Et le mercredi, il a reçu les patrons des groupes de presse quotidiennes régionales. Et il va discuter avec eux et avec les lecteurs, donc, parce qu'ils sont inquiets, ces patrons de presse, de la concurrence par les géants du numérique. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison d'être inquiets parce que c'est le monde ancien, la PQR. Alors ça continue d'avoir une assez grande influence locale et ça fonctionne à la fois avec des journalistes qui sortent des fonds de cul des écoles de journalisme, donc c'est du petit journaliste de gauche, et puis en connexion avec les collectivités territoriales, souvent de gauche, qui les subventionnent. Donc la PQR a vu des subventions de l'État, et a vu aussi des subventions des départements, des régions, des communes, et tout ça dans un bel ensemble, quand même bien managé par la gauche, extrême centre, extrême gauche. C'est comme le service public. Il y a un peu d'extrême centre, un peu d'extrême gauche.
Évidemment, ils vont être concurrencés par les réseaux sociaux, l'IA aussi peut-être, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on commence nos pastilles de l'information avec un point sur les audiences du JT de France 2. Pendant son absence, vous savez, Madame Salamé a pris quelques jours de vacances, officiellement du moins. Elle a été remplacée par son joker. Il s'agit de Jean-Baptiste Marteau, dont vous pourrez retrouver le portrait piquant à la fin de cette émission. Eh bien, Jean-Baptiste Marteau s'est imposé dans les audiences, Jean-Yves. Et d'ailleurs, la journaliste est même revenue plus tôt de ses vacances que prévu, sauf que le soir de son retour, patatras, l'audience du soir a à nouveau chuté. Ils ont perdu près de 400 fidèles, 400 000, selon Médiamétrie, donc ce n'est pas rien. Il semblerait de plus en plus qu'il y ait quand même un effet rejet de Léa Salamé. Toujours est-il que chez France Télévisions, on pense encore plus loin. On s'est dit que maintenant, le sujet, ce n'est même plus Léa Salamé et son absence de popularité aux 20h, mais c'est tout simplement leur survie en 2027. Ils sont très inquiets. À noter également la démission surprise de la DRH de France TV. C'est une information, la lettre, qui pour l'instant n'a pas fait grand bruit dans la presse. Mais voilà, la DRH a démissionné. Jean-Yves, est-ce qu'on peut s'attendre à la démission de Delphine Ernotte dans la foulée ? Elle commence à être contestée, puisqu'effectivement, il y a de mauvais résultats en termes d'audience. Et il y a aussi un déficit qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Vous me direz, l'État non plus. Donc, oui. Mais c'est théoriquement une société qui doit quand même aller à l'équilibre. Et pour le moment, ils sont en train de monter vers les 100 millions de déficit. Ça commence à devenir sérieusement préoccupant. Bardella égale Hitler, c'est l'équation qu'a tenté de prouver C'est dans l'air avec un plateau de 4 intervenants présentés par Caroline Roux, vous savez, qui a failli se retrouver justement aux 20h de France 2. Elle a eu le nez pas si creux que ça, de ne pas y aller visiblement. Caroline Roux, oui. Qui est à la ville, l'épouse du patron de Méta-France, de Facebook. Exactement. Patron Méta-France, Méta-Europe. Comme quoi, il y a quand même des connexions entre les réseaux sociaux et les médias. Passons. Il y en a quelques-unes. Enfin, toujours est-il que dans cette émission, on déclarait ceci: le patronat prend un risque parce qu'une partie d'entre eux multiplie les contacts avec Jordan Bardella et se dit on va prendre le contrôle de son cerveau, il est jeune, il n'y connaît rien, on va lui donner un programme libéral. Et ils enchaînent ensuite en disant qu'il y a un effet von Papen. Évidemment, Jordan Bardella a réagi en faisant un tweet. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Yves, ces plateaux unanimes ? Alors, l'unanimité des plateaux. 2, le financement, quand même par des milliardaires, parce que oui. C'est dans l'air, c'est Media One, donc voilà, donc c'est l'argent public au service des milliardaires, paradoxalement, puisque c'est sous-traité à des milliardaires. C'est intéressant. C'est totalement monocolore, tout le temps monocolore, et alors évidemment. Tout est ramené toujours. Enfin, il faudrait quand même réfléchir un petit peu. Là, on renvoie à 1933. Ça fait un siècle. Et tout est toujours tout ramené. Alors, il y a beaucoup d'événements. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des événements importants entre 1933 et 1945. Évidemment, non. Mais l'histoire du monde, et même l'histoire contemporaine, ça ne se ramène pas à ça. Et tout est toujours ramené à ça. Ça finit par être insupportable. Point Godwin. C'est fini. Oui, parce que Von Papen, c'est quand même un peu désuet. Oui, c'est chic, ça fait chic. Ça fait chic. Mais... Von Papen, ça prouve qu'on connaît quand même un petit peu les choses, quoi. Voilà. Alors on précise, Von Papen, c'était un dirigeant conservateur qui a fait provisoirement une alliance avec Hitler. Voilà. Et en liaison avec le patronat allemand, donc voilà, ça fait penser à Bardella, on est bien d'accord. Le raccourci, c'est un grand écart là à ce stade. Jean-Yves, il y a un nouveau maire actuellement à New York. Évidemment, il a été promu par la presse pour plusieurs raisons. Il est démocrate, il a 34 ans.
Il est musulman. Oui. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi jeune maire à New York. Et surtout, c'est un grand opposant à Donald Trump. Oui. La presse l'a vendu du moins comme ça. Vous avez un commentaire? D'abord, c'est intéressant de manière plus générale, c'est-à-dire le basculement des grandes villes au profit de minorités, en l'occurrence là la minorité musulmane, et puis un basculement qui s'opère par une assez forte mobilisation électorale, aidée notamment par l'argent de Soros, par l'argent de grandes fondations mondialistes, et puis le tiers des votants par vote qu'on appelle différé, et donc pour lequel on peut nourrir quelques doutes, évidemment, sans contrôle de l'identité. Le système américain n'est pas très garant de la sincérité du vote. Alors je ne sais pas ce qui s'est exactement passé à New York, mais il y a eu une mobilisation du vote des minorités, c'est une ville démocrate, c'est vrai, une mobilisation des minorités, et tout de même un vote, entre guillemets, différé, extrêmement important, puisqu'il représente près de 40% de l'ensemble des votes. Je rappelle qu'en France, en 1975, le vote par correspondance a été supprimé parce qu'il ne garantissait pas contre le risque de fraude. France Info devient-elle CNews? C'est la question qui s'est très sérieusement posée. Arrêt sur image. Ils ont titré de la façon suivante. Entre promo du livre de Bardella, hommage à Charlie Kirk, débat sur le grand remplacement, syndicats comme téléspectateurs dénoncent une dérive éditoriale. Pauline Bock, la journaliste, a mené l'enquête. Et il commence l'article de la façon suivante. Michel Onfray débattant à l'antenne du grand remplacement. Le chroniqueur Paul Melun liant grand banditisme et Seine-Saint-Denis. Un reporter envoyé faire la promotion du dernier livre de Jordan Bardella. France Info, chaîne d'info du service public, est de plus en plus souvent comparée à CNews. Ah oui. Ça nous avait échappé. Ça nous avait échappé. Alors c'est tout de même intéressant parce que il reproche à Monsieur Melun, qui est un homme de gauche, mais qui a effectivement travaillé pendant à CNews, oui. à CNews, comme CNews. Monsieur Devers, mais qui est vraiment lui un homme d'extrême gauche. Mais ce qui est assez amusant, on dit mais il a lié le grand banditisme et la Seine-Saint-Denis. Ça alors, comment il a pu avoir une idée pareille? Alors ce qui est assez drôle, c'est que quand même l'article est sérieux puisqu'il parle de syndicats, de journalistes et de téléspectatrices. Oui. Donc ils arrivent à caser quand même l'écriture inclusive. Ils sont parfaits. Oui, ils l'ont pas fait dans le tweet, mais dans le... Oui, tout à fait. Une quintessence de pensée totalitaire d'extrême gauche à Arrêt sur image. La France en pleine croissance? Eh bien, c'est ce que nous annonce BFM TV. Contrairement à la France, dont la croissance a surpris, l'économie allemande, encore malade, frôle la récession au 3e trimestre. On a presque l'impression qu'ils parlent d'équipe de foot, mais non, c'est vraiment bien des économies des pays. Mais en fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est peut-être que la France est en pleine croissance grâce à la furie fiscale qui est en cours à l'Assemblée. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Monsieur Langlais. Vous savez, c'est l'économiste de LCI. Il a fait un édito, mais aussi une interview avec Monsieur Pujadas. On écoute ça tout de suite. C'est confondant de bêtises. D'abord, il y a quelque chose qui est un peu saugrenu, c'est que on va taxer les gens qui mettent de l'argent dans le financement du déficit. À travers les fonds d'assurance vie. Voilà. Les initiateurs de ce projet sont aussi ceux qui font la promotion du déficit. On se demande qui est improductif. Est-ce que c'est la fortune ou les auteurs du projet de taxe sur la fortune improductive? Honnêtement, c'est quand même... on n'a jamais vu une telle improvisation. La remarque de notre député Cazeneuve est parfaitement justifiée. Pas une étude d'impact. Il y a 3 jours, je vous parlais à propos de je ne sais plus quoi, d'une taxe bricolée sur un coin de nappe. Mais là, c'est même pas ça. Ils ont même pas pris le soin d'écrire sur la nappe en papier et de faire les additions. C'est consternant, David. C'est consternant. Et en ce sens-là, c'est un révélateur quand même du niveau de compétence de nos élus. Les journalistes commencent à annoncer la catastrophe. Jean-Yves, nous sommes dans un sacré pétrin. L'impôt tue l'impôt. C'est une vieille règle que ne semble pas bien connaître, effectivement.
un certain nombre de députés qui votent des taxes tous les jours. Des taxes. Heureusement, là, on est passé à la partie dépenses du budget. Oui. Donc, on va voir, il y aura sans doute beaucoup d'économies qui vont être faites. Certainement. Enfin, toujours est-il que M. Nemo était interviewé sur Le Figaro. Il a un mot très juste, me semble-t-il. Les taxeurs croient pouvoir s'emparer par décret de la proportion qu'ils veulent des richesses existantes dans la société, car ils raisonnent comme si ces richesses leur appartenaient déjà de droit. Mais on a aussi un article qui vient de paraître. 200 patrons dénoncent la folie fiscale. Trop, c'est trop. Nous refusons de voir la France s'enliser. Visiblement, ça commence à s'agiter un petit peu. Affaire à suivre sur la surfiscalité française. Je crois que l'anglais a dit quelque chose auquel il faut songer, c'est le consentement à l'impôt. La force de la France, pendant très longtemps, ça a été le consentement à l'impôt. L'impôt rentre. Et c'est peut-être aussi été sa faiblesse, puisqu'à partir du moment où l'impôt rentre, les dépenses coulent, y compris les dépenses nuisibles. Et on finit ces pastilles de l'information sur Libération, vous savez, ce journal qui est né avant la honte, qui vient de publier une tribune, La perpétuité réelle, une peine de mort qui ne dit pas son nom. Une tribune qui fait tout de même suite à leur article sur Badinter qu'il fallait saluer contre la tentation de la barbarie, décidément sur le procès de l'affaire Lola contre Madame Benkired. Eh bien, ils ont pris position. Il y a un chiffre qui est intéressant toutefois sur Libération, c'est que seulement 1,2% des lecteurs le soutiennent, ce qui vous prouve donc, chers téléspectateurs, si cela restait à prouver, mais on vous le répète presque chaque semaine dans les médias, que c'est un journal infernal sursubventionné par vos impôts et par divers biais. Jean-Yves, un commentaire sur Libération. Oui, TV Liberté ne vit que des dons de ces téléspectateurs ou spectatrices. Nous ne vivons que des dons. Et on a parlé de la surtaxation. Pour le moment, la déduction fiscale pour les dons aux associations continue d'être. Et donc, si vous voulez payer moins d'impôts, vous pouvez avoir une déduction fiscale de 66% en faisant un don à TV Liberté. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-Yves, on était ravis de vous retrouver, les téléspectateurs aussi, je parie. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis si vous avez d'autres remarques à nous faire. Téléspectateurs. Oh non, mais quelle horreur. Jamais de la vie. Je refuse, Jean-Yves, je refuse. Je m'inscris en faux contre l'écriture inclusive et le langage inclusif encore plus. Restez avec nous, bien sûr. On continue avec le portrait piquant consacré à Jean-Baptiste Marteau, le joker de Léa Salamé, qu'il faut découvrir. Un portrait réalisé en partenariat avec Logim. On vous laisse donc entre bonnes mains. D'ici là, eh bien, on vous dit à très vite sur TV Liberté et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Pour devenir un journaliste connu et reconnu, il y a plusieurs filières. On peut avoir l'appui de sa famille, comme Benjamin Duhamel, ou on peut faire son coming out LGBT comme Jean-Baptiste Marteau en 2018 sur France 2, devenant ainsi une figure des médias. Le journaliste naît en 1983 dans une famille de bijoutiers. Enfant, il rêve de devenir présentateur TV, comme il le confie dans une interview accordée à Télé Loisirs en juin 2019. Après une formation en droit à Paris, Jean-Baptiste Marteau se lance dans une carrière de journaliste télévisuel avec un premier poste chez Equidia. Il présente ensuite le journal de l'Équipe TV. Il hérite de la passion familiale de l'équitation, faisant même partie de l'équipe de France dans la catégorie des moins de 20 ans. Il commentera les épreuves d'équitation des Jeux Olympiques d'été en 2024. Il se tourne vers le journalisme politique à partir de 2008 sur LCI et connaît ses premières heures de gloire à partir de 2013 lorsqu'il rejoint France 2 sur 13h15 le dimanche. C'est surtout à l'occasion de remplacements de journalistes qu'il se fait remarquer avec des records d'audience, notamment lorsqu'il remplace avec talent et succès Laurent Delahousse en 2018. Il se trouve alors au cœur d'une polémique. Le journal qu'il présente le 10 août 2018
est accusé de diffuser une fake news au sujet de Vladimir Poutine. Dans un reportage sur les vacances des chefs d'État, la journaliste Valérie Astruc explique ainsi que le président russe pratique la chasse au tigre, avec comme preuve une image datant en réalité d'une opération de communication en 2008 du président russe sur la préservation du tigre de Sibérie. Cette infox vaudra à la journaliste un Bobard d'or en 2019. Militant pour la défense des minorités LGBT, il cofonde une association pour défendre les personnes LGBT potentiellement victimes de discrimination au sein de France Télévisions et garantir la visibilité LGBT à l'antenne. Il participe aux Outdoor 2019, cérémonie annuelle organisée par l'Association des journalistes LGBT. Lors de son discours de remise de prix, il prend la défense de la PMA et de la GPA dans les médias, dont il assure avoir réussi à faire la promotion sur France 2. Il s'engage en politique en 2002 à la suite du second tour, opposant Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Il adhère alors aux Jeunes de l'UMP de l'Oise, dont il sera responsable pendant 2 ans. Il publie avec la journaliste franco-algérienne Neila Latrousse 3 essais politiques sur l'UMP. UMP, un univers impitoyable, est publié en 2012 et Balle tragique à l'UMP en 2013. Le premier raconte l'envers du décor du parti à l'époque mobilisé derrière Nicolas Sarkozy, tandis que le second relate l'affrontement Fillon-Copé. Le Tsunami, 3e ouvrage, se penche sur l'élection présidentielle de 2017. Jordan Grévet, dans un article publié sur Closer, le 24 août 2015, le surnomme le « Ken de l'info ». On ignore si la qualification est ironique ou élogieuse.